Ça y est, j'ai fait remplir mon dossier MDPH. Alors, bienvenue pour cet épisode de Johanna fait la queue au CRA. Alors, vous allez peut-être vous dire, je vous rapproche, hein. Vous allez peut-être vous dire, mais Johanna, si je te suis bien, t'as pas encore passé tes examens au CRA, alors pourquoi tu nous parles de dossier MDPH? Eh bien, vous avez très très bien suivi, puisque effectivement, je suis toujours sur liste d'attente. Alors, petit récap de la liste d'attente, on m'a annoncé 18 mois, j'en ai fait 9, donc il m'en reste 9 autres, je suis à mi-parcours. Sauf que je vous avoue que je ne pouvais pas rester sans rien faire au vu de ma situation. Je ne suis pas en train de dire que je vis l'enfer, hein, alors ça dépend à quelle heure. Mais ce que je veux dire par là, c'est j'aime ma vie. Je veux dire, j'ai une fille formidable, j'ai un mari que j'aime, formidable lui aussi, j'ai un boulot à temps partiel que je kiffe réellement, mais je sens que j'ai besoin d'être accompagnée. J'ai besoin d'être accompagnée pour gérer mes émotions, pour gérer mon hyperacousie, pour peut-être avoir des aménagements au travail, pour avoir, pour avoir des aides concrètes au quotidien qui arrêtent de me mettre en crise. Voilà, donc je me disais, il y a encore 9 mois à attendre, qu'est-ce qu'on va faire pendant 9 mois? Je vous tourne parce que je vois que ça... La lumière est pas top top, je suis désolée, je devrais peut-être fermer là. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous dire comment remplir un dossier MDPH, hein. Je sais que parfois certains internautes sont friands de ça parce que comme c'est compliqué, on cherche de l'aide sur internet. Là, je vais parler juste de mon cas personnel en tant qu'exemple. Voilà, parce que je sais que très souvent, quand on est dans un cas un peu similaire, on aime bien voir d'autres exemples ou en discuter. Donc, ma médecin traitant, qui n'est pas très au fait des TSA, qui n'y connaît rien, a été très très surprise la première fois que je lui ai parlé de mon autisme. Parce que elle se disait que je parlais très très bien, donc que je ne devais pas être autiste. Bon, c'est quand même un médecin qui a beaucoup d'humilité et surtout beaucoup d'écoute envers ses patients. Alors après, peut-être aussi le fait que ma fille a été diagnostiquée et que pareil, elle a suivi le diagnostic, elle en a été aussi un peu actrice, donc elle s'est dit, ah, peut-être qu'en fait le TSA, c'est pas la représentation que j'en avais en fac de médecine, donc on va la croire. Donc ma médecin qui ne peut pas me donner un diagnostic d'autisme a accepté de commencer mon dossier MDPH avec ce qui est factuel et ce qui est actuel, c'est-à-dire chez moi les CNEP, les crises non épileptiques psychogènes. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à voir ma dernière vidéo là-dessus. Ce sont des crises que moi je fais et que je pense qui sont des crises autistiques, en tout cas chez moi, qui se manifestent quand j'ai un trop-plein de surstimulation et qui me handicapent parce que ça peut m'arriver, alors rarement, mais ça peut m'arriver au travail, ça m'arrive à la maison, ça m'est arrivé dernièrement chez le dentiste, enfin voilà, c'est handicapant parce que ce sont des crises qui se manifestent comme des crises d'épilepsie. Ma médecin a accepté de commencer le dossier MDPH avec les CNEP, les crises non épileptiques psychogènes qui me handicapent quand même au quotidien, et le syndrome dépressif. Alors, moi, ma première dépression, j'avais 19 ans. Là, j'en ai 37, j'en suis à ma 5e. J'ai réussi entre-temps à arrêter parce que j'avais, comme tout le monde, l'envie de vivre sans béquille. Mais bon, quand c'est pas possible, bah c'est pas possible. Donc là, je suis depuis 1 an et demi là, sous paroxétine, 20 mg parce que on a essayé de monter à un peu plus parce que c'était pas encore top top. Sauf que d'augmenter la paroxétine, ça engendre chez moi des myoclonies, c'est-à-dire des sursauts encore plus forts. Donc je pense que ces myoclonies sont liées à mes CNEP, mais je n'en suis pas sûre parce que je ne suis pas médecin. Mais je le sens en tout cas. C'est-à-dire que moi, quand je m'endors, vous savez, les myoclonies d'endormissement, j'en ai beaucoup. Et des fois, ça ralentit en fait mon arrivée dans le sommeil. Même quand je fais une sieste. Quand je fais une sieste, ça ne me dérange pas parce que c'est un marqueur pour moi. Je sais à partir de quand je me repose. Parce que c'est à partir de la première myoclonie que du coup, je sais que je vais avoir un petit temps où mon cerveau va se reposer et où je me réveillerai de la sieste quand même un peu en forme.
Donc, ma médecin a noté, donc, pathologie motivant la demande, crise non épileptique psychogène, syndrome dépressif plus suspicion de TSA. Alors, moi, j'avais fait à ma médecin traitant pour l'aider, en fait, à se rendre compte de tout ce qui me handicapait au quotidien. Je lui avais fait donc une liste de 3 pages. Voilà. Je ne vais pas vous la lire entièrement parce que ce serait un petit peu ennuyeux. Mais j'ai classé et je pense que ça, je vais le mettre en fait dans mon projet de vie pour expliciter mes difficultés. J'ai marqué donc mes épisodes dépressifs avec le traitement, ce que ça va engendrer, les éléments concernant le travail, parce que dans le dossier MDPH, il demande aussi à un moment d'écrire tous les endroits où on a travaillé. Si vous êtes autiste, vous aussi, et que vous avez changé de travail 12 000 fois, vous voyez pourquoi je rigole nerveusement. Je pense que je vais carrément, moi, refaire un CV pour la MDPH, c'est-à-dire un CV non pas avec écrit telle compétence et telle compétence, mais arrêté pour burn-out, arrêté en dépression, en arrêt maladie, etc. etc. Donc j'ai mis les éléments concernant le travail, c'est-à-dire ce que je souhaitais en amenant un dossier MDPH, c'est-à-dire continuer à garder mon travail, mais avec des aménagements. J'ai fait aussi une petite case avec les crises non épileptiques psychogènes en expliquant comment ça me handicapait au quotidien. J'ai parlé donc de la fatigue, de tous ces problèmes de fatigue, difficultés d'endormissement. Parfois, alors ça m'arrive rarement, mais quand ça m'arrive, c'est lourd. Malaise au réveil, c'est-à-dire que je me réveille et j'ai vraiment l'impression que je suis debout, mais que mon corps est encore en train de dormir. Que si on prenait un électroencéphalogramme, ce serait encore sommeil paradoxal. Donc dans ces cas-là, il peut m'arriver carrément de me recoucher sur le canapé et d'être irréveillable, alors que j'ai un sommeil normalement hyper léger. Incapacité de concentration à partir de 16 heures, somnolence dans la journée, nécessité parfois de m'arrêter en voiture pour faire une micro-sieste. Ça m'est déjà arrivé avant d'aller au travail, tellement je suis fatiguée. Ensuite, j'ai mis, puisque ma médecin a écrit suspicion de TSA, alors elle a bien écrit que les bilans étaient en cours. Moi, j'ai ajouté des éléments donc de la diade autistique. Donc j'ai rajouté dans les difficultés de communication des choses très factuelles. Pas d'amis à l'école, peu à l'âge adulte, harcèlement scolaire, relations d'emprise, difficultés avec les collègues entraînant des démissions, fuite des endroits sociaux, difficulté à faire part de mes problèmes aux professionnels de santé. Je ne vais pas tous vous les faire, hein, mais pour vous donner une idée. Et ensuite, donc dans la diade, il y a donc difficulté de communication et 2, intérêt restreint et stéréotypé. Donc là, j'ai mis fixation sur des intérêts très intenses qui m'empêchent de prioriser ce que j'ai à faire. Par exemple, m'adonner à la recherche d'informations sur Helen Keller alors que je devrais être en train de partir au travail. Et arriver en retard au travail parce que je voulais absolument savoir telle ou telle chose sur Helen Keller. Besoin impérieux de m'adonner à ma passion du moment sous peine d'angoisse majorée et de crise de larmes ou de consommation de substances. Besoin de faire des mouvements répétitifs comme faire crisser mes cuticules, me balancer, tordre un objet. Toutes ces choses, donc, je marque, je ne le fais pas au travail. Et le fait de ne pas le faire au travail génère en moi un malaise qui est quand même assez intense. Besoin de faire les choses dans le même ordre sous peine d'être bloqué dans mon action. Donc là, si je ne fais pas les choses dans le même ordre, mon cerveau bug. Rigidité dans l'alimentation qui m'entraîne à consommer toujours le même type d'aliments et donc à ne pas manger avec mes collègues. J'ai mis, entre parenthèses, de toute façon, je déteste ça. Rigidité dans l'organisation logistique du quotidien. J'ai besoin chaque dimanche d'1 heure de planification minutieuse de mes rendez-vous et de mon emploi du temps décliné sur différents supports. Alors ça, un jour, je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous montrer comment j'organise en fait mes semaines de façon visuelle, parce que je sais que nous, on est très visuel et moi, j'ai un besoin vraiment très, très intense de ça. C'est pas que j'oublie des rendez-vous, c'est que j'ai vraiment besoin, quand j'ai un rendez-vous, de savoir à quelle heure je pars, qu'est-ce que j'emmène, quel document il me faut, combien de temps ça va prendre, est-ce que je suis déjà allée dans cet endroit-là. Enfin, voilà, ça me prend une logistique qui est plus longue. Et du coup, cette logistique, j'essaie de la calculer en semaine bi-hebdomadaire. Parce que moi, je travaille à temps partiel, un week-end sur 2. Voilà.
Donc je suis contente d'avoir commencé ce dossier MDPH. Je vous avoue que ce matin, en allant chez le médecin, j'étais super heureuse. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors si, je sais que ce dossier, il va me revenir refusé. Voilà, parce que je pense que pour des CNEP et de la dépression, on n'accorde pas des aides et encore moins l'AAH. Je le sais. Mais ce que j'aimerais, en fait, c'est que le temps que j'ai un refus, j'ai pu passer mes bilans au CRA et que je puisse faire ce qu'on appelle un RAPO, c'est-à-dire un appel de la décision, et qu'en faisant appel, je puisse donner mes bilans du CRA en disant, bah, vous voyez, on vous a contacté là au mois de septembre 2023 en vous disant que Madame Intel était dépressive, qu'elle avait des CNEP et que ça venait peut-être du TSA. Bah, vous voyez qu'en fait, effectivement, ça vient du TSA et qu'elle a un réel besoin d'aide au quotidien, dans son travail, etc., etc. Voilà. C'est ce que je me dis aujourd'hui. Peut-être que ça va complètement pas se passer comme ça. Peut-être qu'en fait, ça va être une très bonne idée. Voilà, je ne sais pas, on va voir ensemble. N'hésitez pas si vous avez des questions, alors non pas sur le dossier MDPH en général, hein, parce que si vous me demandez quelle case il faut cocher, je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, sur ce début de dossier avec ma médecin, ben, je veux bien vous répondre. Par exemple, description des signes cliniques invalidants et fréquences. Elle a noté donc les CNEP ponctuels, anxiété généralisée donc permanente et hypersensibilité auditive et asthénie permanente, donc l'hyperacousie. Voilà, bah on est à 8 minutes 21. Je pense que on a fait le tour de la question, surtout qu'en plus j'ai encore une fois tourné cette vidéo dans le stress parce que là j'ai donc ma fille et ma petite nièce qui sont en vacances et donc mon mari était parti les emmener au cinéma. Et donc j'en ai profité pour faire une vidéo, même si c'est le bazar autour, mais il fallait absolument que j'en fasse une. Et donc je suis très contente de l'avoir fait. Et donc le fait de faire les montages, bah, tout ça, voilà, ça va m'emmener aux prochaines vidéos. Voilà, bah écoutez, j'espère que dans le prochain épisode de Johanna fait la queue au CRA, je pourrai au moins vous annoncer que j'ai une date. Parce que bah, c'est long, je sais que c'est long pour vous aussi. Et donc voilà, bah, je le dis au nom de tous les autistes qui attendent... autiste ou pas, hein, parce que tant qu'on ne s'est pas confirmé, on ne peut pas dire, même si on le sent très fort dans son cœur. C'est long, voilà. Mais on attend ensemble. Donc prenez soin de vous. À bientôt. Salut!